Cher ami, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et laisse un commentaire. Bon visionnage. La Seine, qui divise Paris en deux parties, a été le témoin de nombreux événements au fil des siècles, des défilés majestueux aux révolutions sanglantes. Mais parmi toutes les histoires liées à ce fleuve, l'une des plus sinistres et mystérieuses est celle du navire englouti, qui reste à ce jour une énigme pour les historiens et les chercheurs. À la fin du XIXe siècle, alors que la France était absorbée par l'industrialisation, la Seine était une voie commerciale animée. Les navires apportaient des marchandises des coins les plus reculés d'Europe et d'Asie, apportant à Paris des épices exotiques, des tissus, de l'or et des artefacts. L'un de ces navires était le La Gloire, appartenant à la puissante famille parisienne de Ville. Cette famille était non seulement connue pour sa richesse, mais aussi pour son intérêt pour l'occultisme et les sciences mystiques. À l'époque, il se murmurait que les de Ville possédaient une collection d'artefacts maudits recueillis dans le monde entier. Le La Gloire a entrepris son dernier voyage en 1887. Son itinéraire était simple, d'Anvers à Paris, mais le navire n'est jamais arrivé à destination. Quelques jours après son départ, le navire a disparu sans laisser de traces, et il fut bientôt oublié, attribué à une tempête ou à des pirates. Cependant, un siècle plus tard, lors de la restauration du pont de la Tournelle, des ouvriers sont tombés sur les restes d'un vieux navire reposant au fond du fleuve. Les archéologues arrivés sur place ont confirmé qu'il s'agissait des restes du La Gloire englouti. Au départ, cette découverte a provoqué un véritable engouement dans les cercles scientifiques. Les archéologues et les historiens espéraient percer le mystère de la disparition du navire et découvrir ceux qui étaient arrivés à son équipage. Mais à mesure que les recherches avançaient, des événements étranges et effrayants ont commencé à se produire. L'un des ouvriers participant aux fouilles a soudainement disparu et on ne l'a jamais retrouvé. D'autres membres de l'expédition ont commencé à se plaindre de visions obsédantes dans lesquelles ils voyaient le vieux navire voguer sur le fleuve dans un épais brouillard. Dans ces visions, ils entendaient également des voix étranges qui les appelaient par leur nom. L'un des archéologues travaillant sur les fouilles était un jeune chercheur ambitieux nommé Jacques Bollier. Il était convaincu que le La Gloire transportait quelque chose de plus qu'une simple cargaison. Bientôt, il découvrit parmi les débris un mystérieux miroir recouvert de symboles étranges et d'inscriptions incompréhensibles. En l'examinant, Jacques trouva un ancien manuscrit qui indiquait que le miroir appartenait à l'une des tribus africaines et avait le pouvoir de contrôler les âmes. Selon la légende, ce miroir avait été offert aux aristocrates parisiens en échange de leur aide lors des guerres coloniales. Lorsque Jacques prit le miroir en main, il ressentit une étrange sensation, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait. Peu de temps après, il commença à voir les fantômes de l'équipage du La Gloire et à entendre leurs cris désespérés de secours. Il le suppliait de détruire le miroir et de libérer leurs âmes, piégées à l'intérieur. Mais Jacques, poussé par la curiosité
et le désir de révéler au monde une nouvelle connaissance, refusa. Son état commença à se détériorer. Il arrêta de dormir, perdit l'appétit et commença à voir des choses étranges, même en plein jour. Il avait l'impression de faire partie d'une malédiction ancienne dont il n'y avait aucun échappatoire. Finalement, il décida de retourner au pont et de jeter le miroir dans l'eau, espérant ainsi mettre fin à ses tourments. Le dernier jour de sa présence sur les lieux des fouilles, Jacques disparut. 6 collègues ne trouvèrent que son journal, dans lequel il décrivait en détail ses recherches et les événements étranges qui lui étaient arrivés. La dernière entrée dans le journal était brève. Ils viennent me chercher. Personne n'a jamais su ce qui est arrivé à Jacques Bollier, mais depuis lors, des choses étranges se produisent sur les lieux des fouilles. Les machines tombent en panne sans raison apparente. Les gens perdent connaissance. Et la nuit, on entend d'étranges murmures. Le mystère du navire englouti reste à ce jour l'une des histoires les plus sombres et non résolues de Paris. Certains affirment que les artefacts du navire se trouvent encore au fond de la Seine, attendant leur heure pour revoir la lumière du jour. Ou peut-être ont-ils déjà trouvé un nouveau propriétaire qui, comme Jacques Bollier, ne pourra résister à leur charme maudit. Dans le brouillard épais des premières heures du matin, alors que Paris commence à peine à se réveiller, une silhouette fantomatique émerge à la surface de la Seine. C'est la Péniche Noire, un vieux navire qui, depuis plusieurs décennies, hante les recoins les plus sombres du fleuve. Peu de gens l'ont vu, mais ceux qui l'ont croisé ne sont jamais revenus. La légende de la Péniche Noire a commencé à se répandre au milieu du XXe siècle, après une série de disparitions mystérieuses de personnes liées au fleuve. Les premiers témoignages sur le navire sont apparus en 1957, lorsque plusieurs pêcheurs ont juré avoir vu, dans le brouillard, une péniche ancienne, naviguant sur le fleuve sans lumière ni bruit. Peu de temps après, 2 d'entre eux ont disparu et leurs corps n'ont jamais été retrouvés. La Péniche Noire est devenue un mythe urbain, transmis de bouche à oreille. On disait que ce navire appartenait à un ancien passeur qui transportait les âmes des pêcheurs dans l'au-delà. Selon la légende, ceux qui rencontrent cette péniche sont condamnés à errer à jamais dans ces sombres couloirs, tandis que leurs âmes sont à jamais emprisonnées à bord. Le navire, selon les rumeurs, n'apparaît que dans un épais brouillard, lorsque les ombres du passé se rapprochent de la réalité. Antoine Lefebvre, un journaliste travaillant pour l'un des tabloïds parisiens, était de nature sceptique et ne croyait pas aux légendes urbaines. Pour lui, ce n'étaient que des histoires inventées pour les touristes. Mais un jour, on lui proposa d'enquêter sur les mystérieuses disparitions de personnes près de la Seine. Plusieurs personnes avaient disparu en l'espace de quelques mois, et la police n'avait trouvé aucune trace. Antoine pensa que c'était sa chance d'écrire un article sensationnel et de faire avancer sa carrière. Antoine commença son enquête en interrogeant les habitants locaux et en étudiant les archives anciennes. Il découvrit que toutes les disparitions avaient eu lieu par des nuits brumeuses.
et que les témoins qui avaient vu la péniche noire étaient connus pour leur instabilité mentale. L'attention du journaliste fut attirée par une vieille coupure de journal mentionnant que la péniche avait été aperçue dès 1936 lors d'une inondation et que son apparition était toujours accompagnée de tragédie. Peu à peu, Antoine commença à établir des liens entre ces événements et une série de morts mystérieuses qui avaient eu lieu à Paris au cours des dernières décennies. Il apprit que des gens étaient tombés dans le fleuve sans raison apparente, comme si quelque chose les attirait vers le fond. Il découvrit également des témoignages selon lesquels, avant de disparaître, beaucoup de victimes avaient rêvé d'une péniche mystérieuse d'où émanaient des bruits d'eau et de métal grinçant. Antoine commença à soupçonner que la péniche noire n'était pas simplement un mythe, mais un objet réel, lié d'une manière ou d'une autre à des forces surnaturelles. Il décida de partir à la recherche du navire. Par une nuit brumeuse, il loua un petit bateau et navigua sur la Seine, espérant trouver la péniche et démystifier cette légende. Le brouillard était épais et le silence si profond qu'il semblait que le monde entier s'était figé. Antoine longeait les berges du fleuve, écoutant chaque bruissement. Après quelques heures, il aperçut soudain une silhouette sombre devant lui. Son cœur se mit à battre plus vite lorsqu'il réalisa qu'il s'agissait de la péniche noire. Elle avançait lentement, glissant sur l'eau, sans émettre le moindre son. Antoine décida de s'approcher, mais plus il se rapprochait, plus la peur l'envahissait. Le navire paraissait ancien, ses flancs étaient couverts de rouille et ses mâts semblaient brisés. Pourtant, quelque chose en lui l'attirait. Il attacha son bateau à la péniche et monta à bord. Une atmosphère lugubre régnait sur le pont. Antoine sentit le froid pénétrer jusqu'à ses os. À l'intérieur de la péniche, l'obscurité était encore plus profonde et il entendit le bois grincer sous ses pieds. Soudain, des silhouettes fantomatiques l'entourèrent, les âmes de ceux qui s'étaient jadis retrouvés sur ce navire. Ils ne parlaient pas, mais Antoine sentait leur présence. Il avait l'impression qu'ils l'observaient, comme pour le juger. À ce moment-là, il comprit que la légende était vraie. La péniche appartenait bien à un ancien passeur qui collectait les âmes des pêcheurs. Antoine tenta de fuir, mais la péniche semblait s'animer, ne lui permettant pas de partir. Soudain, il entendit une voix provenant de l'obscurité. « Tu as trouvé ce que tu cherchais, mais désormais, tu resteras avec nous. » Le lendemain matin, le bateau d'Antoine fut retrouvé vide sur les berges de la Seine. On ne le retrouva jamais, tout comme ceux qui avaient disparu avant lui. La péniche noire disparut à nouveau dans le brouillard, ne laissant derrière elle qu'une traînée de terreur et d'incertitude. L'histoire d'Antoine Lefèvre devint un nouveau chapitre du livre des légendes urbaines de Paris. Certains disent que son esprit est désormais lui aussi prisonnier à bord de la péniche noire, glissant éternellement sur les eaux brumeuses de la Seine, attendant sa prochaine victime. Paris, la ville aux 1000 lumières et aux innombrables ponts, cache sous ses arches non seulement des histoires d'amour et de romance, mais aussi des secrets sombres et effrayants.
Chaque pont sur la Seine a sa propre histoire. Mais certains sont associés à ceux qui ont quitté ce monde depuis longtemps, laissant derrière eux seulement des ombres et des murmures dans la nuit. 6 ponts sont devenus des lieux où la réalité et le monde des esprits se croisent, où les fantômes du passé continuent leur existence troublée. L'un des ponts les plus célèbres et les plus mystérieux de Paris est le Pont Neuf. Ce pont ancien, construit à la fin du XVIe siècle, a vu au cours de son histoire plus d'une tragédie. On dit que de nombreux criminels y ont été exécutés et que leurs âmes ne peuvent toujours pas trouver le repos. Par les nuits calmes, certains Parisiens affirment avoir vu des ombres sur le pont, se déplaçant comme si elles cherchaient une rédemption perdue. Dans le silence solitaire, on peut entendre des voix étouffées, comme si elles murmuraient des prières de pardon. Claude Leroux, un historien et écrivain, s'est intéressé aux phénomènes mystiques à Paris pendant de nombreuses années. Il a réussi à rassembler de nombreux témoignages montrant que le Pont Neuf n'est pas le seul endroit où résident les fantômes. Son attention a été attirée par des récits concernant d'autres ponts, tels que le Pont Marie et le Pont des Arts, où des phénomènes inexplicables se sont également produits. Claude a découvert qu'au Pont Marie, construit au XVIIe siècle, on voit souvent une femme en blanc regardant la rivière, comme si elle attendait le retour de quelqu'un qui lui est cher. La légende raconte qu'il s'agit de l'esprit d'une jeune fille qui s'est jetée dans la rivière après que son bien-aimé soit mort à la guerre. Un jour, Claude a décidé de passer la nuit sur les ponts pour vérifier par lui-même la véracité de ces récits. Il a choisi le Pont Neuf comme premier lieu pour son expérience. Cette nuit-là, la ville était enveloppée d'un épais brouillard et le pont ressemblait à une scène grandiose d'une pièce sombre. Armé d'une caméra et d'un dictaphone, Claude s'est rendu sur le pont à la recherche de la vérité. Il régnait un calme sur le pont, seulement interrompu de temps à autre par le bruit lointain des voitures. Mais plus Claude restait sur le pont, plus il ressentait la présence de quelqu'un d'autre. Soudain, dans le brouillard dense, il aperçut une ombre se dirigeant vers lui. Claude sentit un frisson parcourir son corps. Il resta figé, observant la figure fantomatique qui s'approchait lentement. Elle semblait translucide, mais ses contours devenaient de plus en plus nets à chaque pas. C'était un homme en vêtements d'époque, son visage exprimant une profonde tristesse. Lorsque le fantôme s'approcha, Claude entendit son murmure. « Ils ne m'ont pas oublié ». Ces mots résonnèrent sur le pont, et la silhouette disparut dans le brouillard. L'historien resta immobile, abasourdi et effrayé. Il savait qu'il venait de rencontrer l'esprit de l'un des criminels exécutés, dont le nom avait été oublié, mais dont l'âme continuait de chercher la consolation. Après cette expérience, Claude comprit que les ponts de Paris sont vraiment des lieux où les fantômes continuent de vivre leur vie mystérieuse. Il consacra des années à étudier ces phénomènes et en arriva à la conclusion que chaque pont possède une énergie unique, attirant les âmes de ceux qui n'ont pas trouvé la paix. 6 recherches mentionnaient non seulement le Pont Neuf et le Pont Marie, mais aussi le pont de l'Alma, où, selon les rumeurs, on peut entendre chaque nuit le cri d'un enfant qui s'est noyé il y a de nombreuses années. Avec le temps, les travaux de Claude Leroux furent reconnus parmi les chercheurs de phénomènes paranormaux. 6 livres devinrent incontournables
pour ceux qui s'intéressent aux légendes urbaines et aux histoires mystiques. Lui-même devint une sorte de légende. Un homme qui n'avait pas peur de regarder les fantômes de Paris dans les yeux et de raconter leurs histoires au monde. Mais même après des années de recherche, Claude ne put jamais expliquer pourquoi les ponts étaient devenus les lieux de résidence des fantômes. Peut-être cela est-il dû au fait que les ponts symbolisent le passage entre les mondes, les vivants et les morts. Ou peut-être que ces ponts conservent l'énergie de ceux qui les ont traversés, laissant une partie de leur âme derrière eux. Les réponses à ces questions sont restées cachées, ajoutant encore plus de mystère à l'atmosphère déjà énigmatique de Paris. Aujourd'hui, lorsque le brouillard enveloppe les ponts de Paris, les habitants préfèrent les éviter. Ils savent que sous les arches ne se cachent pas seulement des merveilles d'ingénierie, mais aussi des fantômes qui errent en quête de paix. Et si jamais vous vous trouvez sur l'un des ponts parisiens lors d'une nuit brumeuse, soyez attentifs. Il est possible que quelqu'un soit près de vous, quelqu'un que vous ne pourrez pas voir, mais que vous ressentirez certainement. On raconte qu'aux heures nocturnes, quand Paris est enveloppé de silence, on peut entendre le long des rives de la Seine un chant qui évoque l'appel d'un monde lointain et perdu. Ce chant est si envoûtant que quiconque l'entend ressent immédiatement un désir irrésistible de s'approcher de la rivière. Ceux qui ont osé vérifier ces rumeurs affirment que ce chant n'appartient pas aux humains, mais à des créatures qui se cachent dans les eaux de la Seine. Les habitants les appellent les sirènes de la Seine. La légende des sirènes de la Seine remonte à un passé lointain. Selon la tradition, il y a bien longtemps, un groupe de femmes vivait à Paris, consacrant leur vie à l'art du chant. Elles étaient si belles que même le roi de France ne pouvait rester indifférent à leur talent. Mais un jour, une terrible inondation s'abattit sur la ville, engloutissant non seulement les maisons et les rues, mais aussi les chanteuses elles-mêmes. Après cela, leur chant ne fut plus jamais entendu, mais depuis lors, des sons étranges, ressemblant à leur mélodie, commencèrent à apparaître dans les eaux de la Seine. Marie-Dominique, une musicologue parisienne bien connue, entendit un jour parler des sirènes de la Seine par son vieil ami Jacques, qui avait vécu près de la Seine lorsqu'il était enfant et avait entendu leur chant une nuit. Jacques racontait comment ce chant l'avait poussé à sortir de chez lui, malgré la pluie et le vent, et combien il avait été fasciné par la mélodie qui s'élevait de la rivière. Cependant, plus il s'approchait de l'eau, plus il ressentait un froid intense et une sensation de danger, qui finit par le faire fuir chez lui. Intriguée par ces récits, Marie-Dominique décida de mener sa propre enquête. Elle étudia de nombreux documents historiques et témoignages qui indiquaient que ce chant pouvait effectivement être entendu dans différentes parties de la ville, mais qu'il était le plus souvent perçu près du pont des Arts et du quai d'Orsay. Elle s'intéressa particulièrement aux documents mentionnant des disparitions mystérieuses dans ces endroits. Les témoins affirmaient avoir entendu des mélodies étranges avant la disparition des personnes, qui semblaient ensuite se jeter dans l'eau, comme si elles ne pouvaient pas résister à l'attraction. Une nuit, Marie-Dominique décida d'aller voir elle-même ceux qui se cachaient derrière ces légendes.
Munie d'un dictaphone, elle se rendit au quai d'Orsay, où, selon les rumeurs, le chant était le plus souvent entendu. La nuit était sans lune, et le silence semblait encore plus oppressant que d'habitude. Lorsqu'elle s'approcha de l'eau, les premiers sons résonnèrent dans l'air. C'était un chant doux et poignant, comme si la rivière elle-même entonnait une mélodie ancienne. Marie-Dominique fut frappée par la pureté des sons qui pénétraient son âme, provoquant des vagues d'anxiété et une attraction inexpliquée vers l'eau. À peine eut-elle fait quelques pas vers la rivière que son cœur se mit à battre à tout rompre et son esprit s'embrouilla. C'est alors que Marie-Dominique sentit une présence à côté d'elle. Elle se retourna et vit des silhouettes féminines indistinctes surgissant de l'eau. Leurs visages étaient voilés de brouillard, mais leurs yeux brillaient d'une lumière mystérieuse. Les silhouettes s'approchaient et le chant devenait de plus en plus fort et envoûtant. Il semblait qu'elle l'invitait à les rejoindre. Marie-Dominique luttait de toutes ses forces contre le désir croissant de les suivre, mais ses forces la quittaient. À la dernière minute, elle se souvint des récits de Jacques et, rassemblant ses dernières forces, fit demi-tour et s'enfuit loin de la rivière. Le chant s'estompait à mesure qu'elle s'éloignait, jusqu'à ce qu'il se taise complètement lorsqu'elle se trouva suffisamment loin de l'eau. Le lendemain matin, Marie-Dominique se réveilla dans son appartement, essayant de comprendre si tout cela avait été un rêve ou la réalité. Sur son dictaphone était enregistrée une mélodie ressemblant au son qu'elle avait entendu la nuit précédente. Cela devint pour elle la preuve que les sirènes de la Seine existaient bel et bien. Son enquête fit grand bruit, et beaucoup tentèrent de répéter son expérience, mais seuls quelques-uns purent entendre ce qu'elle avait entendu. Après cet événement, Marie-Dominique ne retourna jamais au bord de la rivière la nuit. La légende des sirènes de la Seine devint pour elle bien plus qu'un simple conte, mais une réalité effrayante à laquelle il valait mieux ne pas se confronter. Depuis, chaque fois que des sons envoûtants s'élèvent au-dessus de la Seine pendant la nuit, les gens préfèrent fermer les fenêtres et ne pas prêter attention à l'appel, sachant qu'il pourrait cacher un danger mortel. Le jardin du Luxembourg à Paris est célèbre pour sa beauté et son atmosphère apaisante. En toute saison, on peut y croiser des couples en promenade, des enfants jouant au ballon et des étudiants lisant à l'ombre des vieux arbres. Cependant, peu de gens savent que, dès la tombée de la nuit, des phénomènes étranges et inexpliqués commencent à se manifester dans ce jardin, effrayant même les visiteurs les plus courageux. Tout a commencé au milieu du XIXe siècle, lorsqu'un des jardiniers, Jean-Paul Boucher, remarqua que des choses inquiétantes se produisaient dans le jardin à la nuit tombée. Chaque soir, lorsqu'il fermait les grilles du jardin et rentrait chez lui, il apercevait d'étranges ombres glissant entre les arbres et les buissons. Au début, il mit cela sur le compte des jeux de lumière et d'ombre, mais il réalisa bientôt que ces ombres n'avaient rien de naturel. Jean-Paul était un homme superstitieux et ne prit donc pas ces phénomènes à la légère. Il commença à se demander ce qui pouvait bien causer de telles bizarreries. Siaz recherches le menèrent à d'anciennes légendes
qui parlait d'une malédiction jetée sur ce jardin. La légende racontait qu'autrefois, en ces lieux, des réunions secrètes d'alchimistes et d'occultistes avaient eu lieu, ces derniers essayant d'invoquer des esprits et des démons. L'une des réunions les plus célèbres fut consacrée à l'évocation de l'âme d'un aristocrate exécuté, impliqué dans un complot contre la famille royale. See's Experience avait conduit les âmes des défunts à rester piégées dans cet endroit, ne trouvant pas la paix. Dans une tentative de prouver ses suppositions, Jean-Paul décida de rester une nuit dans le jardin pour observer ce qui se passait après le coucher du soleil. À la tombée de la nuit, le jardin plongea dans un silence lugubre. Jean-Paul remarqua que les ombres commençaient à s'épaissir au pied des arbres et le long des allées. Il sentait leur présence, mais ne pouvait distinguer leur forme. La peur le saisit lorsqu'il comprit que les ombres semblaient l'observer, suivant chacun de ses pas. Le lendemain matin, Jean-Paul fut retrouvé inconscient dans le jardin. Il était en état de choc et mit longtemps à reprendre ses esprits. Plus tard, il raconta à son supérieur ce qu'il avait vu, mais ses paroles furent prises pour les divagations d'un homme simplement surmené. Cependant, Jean-Paul restait convaincu d'avoir été témoin de quelque chose de surnaturel. Les rumeurs sur les ombres du jardin du Luxembourg commencèrent à se répandre parmi les Parisiens. Certains prétendaient avoir vu ces ombres eux-mêmes. D'autres parlaient de bruits étranges venant des profondeurs du jardin la nuit. L'un de ces témoins fut Antoine Lavoire, un célèbre peintre parisien qui passait souvent du temps dans le jardin à peindre des paysages. Un soir, alors qu'il était resté tard dans le jardin, son attention fut attirée par une ombre étrange en mouvement, qui ne semblait pas être projetée par un quelconque objet. Intrigué, il décida de la suivre. Mais l'ombre, comme pour se moquer de lui, échappait sans cesse à son regard, l'entraînant toujours plus profondément dans le jardin. Antoine ne remarqua pas les heures passées, et ce n'est que lorsque le jardin fut enveloppé dans l'obscurité totale qu'il réalisa qu'il se trouvait au cœur même du jardin. À ce moment-là, les ombres autour de lui commencèrent à s'épaissir, et il lui sembla qu'elles prenaient des formes humaines. Une sensation de froid et de peur le transperça jusqu'aux os. Soudain, l'une des ombres se détacha des autres et commença à s'approcher de lui. Antoine tenta de fuir, mais ses jambes semblaient clouées au sol. L'ombre s'approcha de lui et il sentit une glaciale vacuité l'entourer. Soudain, Antoine entendit un murmure en vieux français, une langue qu'il connaissait grâce à ses recherches historiques. Le murmure répétait sans cesse la même phrase : « Ne nous cherche pas, ou tu deviendras l'un des nôtres. » Le peintre comprit qu'il était témoin de quelque chose d'incroyable et d'effrayant. Rassemblant ses dernières forces, il parvint à se libérer de l'emprise de la peur et s'enfuit vers la sortie sans se retourner. Lorsqu'il atteignit son atelier, il découvrit que tous ses croquis faits dans le jardin avaient disparu. Après cet incident, Antoine ne retourna jamais au jardin du Luxembourg. Il quitta Paris et consacra le reste de sa vie à peindre des toiles sombres représentant des silhouettes ombragées et des scènes rappelant sa rencontre avec les forces de l'au-delà. See's œuvres devinrent célèbres, mais l'artiste, malgré son succès, resta un reclus, évitant toute compagnie. Depuis lors, le jardin du Luxembourg
reste non seulement un lieu de détente et d'inspiration, mais aussi un territoire enveloppé de mystères et de ténèbres. Aujourd'hui encore, les habitants du quartier s'efforcent de quitter le jardin avant la tombée de la nuit, se souvenant des récits des ombres qui errent parmi les arbres et les buissons. Ils savent qu'il vaut mieux ne pas tenter le sort et éviter de chercher à rencontrer ceux qui ont quitté ce monde depuis longtemps, mais qui, pour une raison ou une autre, sont restés dans le jardin du Luxembourg.